Bonsoir, je suis heureuse d'introduire cette conférence avec un vrai public, mais voilà, là c'est un public aussi, mais d'une autre manière, vu les circonstances actuelles. Donc, c'est parti d'une initiative du groupe de culture régénératrice du mouvement Extinction Rébellion à Genève. Donc, ce mouvement Extinction Rébellion, depuis le printemps 2019, je crois, a vu le jour pour monter d'un cran la pression au niveau des manifestations en rapport avec le climat, avec ce constat que ça fait 30 ans que des écologistes manifestent pour donner un signal d'alarme par rapport à tout ce qui se passe au niveau du climat, de la pollution. Et ce constat qu'en 30 ans, les choses ne font qu'empirer et qu'il est temps de passer à une vitesse supérieure au niveau des mesures qui sont à prendre et donc de résister d'une autre manière, principalement par la résistance non violente, mais quand même en marquant vraiment de manière beaucoup plus énergique la protestation et avec ce désir que les choses changent de toute urgence. Mais dans ce mouvement, il y a aussi la volonté de travailler à préparer l'avenir par une culture régénératrice, c'est le nom qui est utilisé. Et dans le groupe qui a cette orientation-là à Genève, on réfléchit aux différentes manières de développer une culture régénératrice, bien sûr dans la conscience qu'il y a déjà énormément de choses qui se font dans le monde entier depuis très longtemps en fait. Beaucoup de gens qui essayer de développer des pratiques ou des réflexions pour mettre en place une autre manière de vivre, une manière de vivre qui respecte la terre et l'humanité et la nature. Mais là aussi, il est temps de passer à une vitesse supérieure, donc c'est notre souci. Et dans ce cadre-là, j'ai proposé d'inviter Marc de Saulles, qui peut nous parler d'une question très difficile, c'est celle de l'argent. La question de l'argent, dans les milieux alternatifs, il y a un certain nombre de personnes qui se disent qu'il faudrait qu'on arrête d'utiliser l'argent. C'est l'argent qui est la cause aussi de bien des maux. On associe argent, pouvoir. Donc, à ces questionnements, l'argent, est-ce qu'il faut encore de l'argent ? Est-ce qu'il faut encore utiliser de l'argent? C'est une question qu'on peut se poser, ou bien revenir à des pratiques comme le troc, ou alors se demander l'argent, est-ce qu'on peut l'utiliser d'une autre manière, une manière qui serve la vie, si on peut le dire en général comme ça. Est-ce que c'est possible? Et là derrière aussi peut-être se poser des questions, essayer de trouver des concepts aussi sur ce qu'est l'argent. Voilà, donc c'est dans cette perspective-là que j'ai demandé à Marc de Saulles de venir parler de ce sujet ce soir. À partir de sa pratique, on se connaît par le mouvement anthroposophique, qui a donc aussi mis en place une culture régénératrice, on peut dire, depuis le début du XXe siècle dans différents domaines. Et voilà, donc je voulais donner la parole à Marc, qui est de formation physicien de formation, et qui a participé à fonder un centre de vie, comment on dirait, d'un peu toutes sortes. De toutes sortes. Donc il y a un hôtel écologique au-dessus de Neuchâtel, un hôtel écologique, une ferme biodynamique. C'est tout un domaine là qui domine le lac de Neuchâtel, et un habitat regroupé, une formation aussi. Voilà. Donc merci Marc d'être là. Je pense qu'on peut démarrer dans le sujet maintenant. Merci de m'avoir invité. Le contexte, et bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutent et qui sont là par médias interposés. Le sujet est effectivement un sujet qui me suit plus que ce que je l'ai voulu depuis maintenant une quarantaine d'années. Le projet dont Françoise parlait, c'est celui-là, l'Aubier à Montésillon,
qui a commencé il y a 40 ans avec une petite ferme qu'on a voulu bio, qu'on a voulu un peu plus compliqué que bio, qui est devenu biodynamique. Avec ça, le chemin lié à celui qui était derrière cette biodynamie, c'était Steiner. Et puis avec lui, on a un peu pris pied dans ce mouvement et fait étape par étape des bouts de chemin qui nous ont assez vite, comme c'est le cas à chaque fois qu'on veut réaliser quelque chose, confrontés aux besoins d'argent et ce qu'on fait avec l'argent et comment on le gère. Et puis, ce souci d'argent, je vais le regarder maintenant avec l'option qui est peut-être celle de cette approche liée à l'anthroposophie que j'ai appris à travers les différentes épreuves et bouts de chemin de vie qu'on a passé. Et puis, cette approche anthroposophique, peut-être que c'est important de situer, pour moi, elle repose sur deux piliers. Un, je dirais, c'est une philosophie de la liberté. Ça veut dire derrière, il y a une conception de l'être humain qui fait qu'on conçoit l'être humain comme un être libre, comme un être capable de s'engager pour ce qui a de la valeur pour lui, comme un être capable d'assumer la responsabilité de ce qu'il engage à travers sa liberté, envers lui et envers les autres qui sont autour de lui. On peut dire la société, mais aussi la nature, la planète en général. Donc depuis 40 ans, cet aspect-là m'accompagne, la liberté, l'engagement, la responsabilité, pour essayer de réaliser ce qui a de l'importance pour moi et pour ceux qui sont venus étoffer le groupe de direction de responsabilité qui est celles et ceux qui portent nos biais. L'autre pilier de l'anthroposophie, c'est une science des phénomènes. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de rencontrer, mais c'est une science assez exacte des phénomènes qu'ils soient ceux qui sont autour de nous, qu'on perçoit par les sens, mais aussi des phénomènes plutôt d'ordre intérieur, psychique, penser, sentir, vouloir, comment ça se passe, puis aussi des phénomènes qui nous apparaissent, on peut dire, dans la nature spirituelle, par exemple, toutes les questions qui ont à voir avec le bien, le beau, le vrai. Ou par exemple aujourd'hui, dans le thème, le sujet qu'on a, la question de l'éthique. C'est en fait une question d'ordre spirituel qu'on n'aurait pas à se poser si on concevait l'être humain comme juste un amas de molécules amené à être une fois programmé par un élément historique quelconque, qu'on peut mettre d'un côté ou de l'autre selon comment on regarde la chose, mais si on ne conçoit pas l'être humain comme une source de liberté avec une possibilité de s'engager et de responsabilité, alors la question de l'éthique, elle devient difficile, ou elle n'a presque même pas de sens. Je dis ça au début, peut-être avant de m'engager dans les questions qui sont liées à l'argent, parce que pour moi, sur le chemin qu'on a suivi, sur ce qu'on a fait, dans mon expérience, LOB maintenant c'est comme quelque chose qui existe depuis 40 ans, qui a, avec la ferme, le restaurant, le magasin bio, l'écoquartier, bien sûr pas comme celui dans le cadre où on est ici, mais un petit écoquartier quand même d'habitation, et puis une formation maintenant, regroupe une possibilité de revenu pour une cinquantaine de personnes. C'est quand même un petit cosmos de gens avec tout un tas de petits soucis les uns avec les autres et de bonheur. Et ce qui se passe, je ne pourrais pas m'imaginer s'il n'y avait pas l'argent. On n'aurait pas pu réaliser ce qu'on a réalisé si on avait essayé de faire sans argent. Pour faire sans argent, j'ai l'impression qu'on doit se retirer quelque part sur la montagne ou dans un coin un peu en dehors. En tout cas, ça aurait été peut-être notre élan si on avait voulu au début. En venant à l'agriculture depuis la physique, c'est peut-être un peu ce que j'ai fait, mais je me suis assez vite rendu compte que si on voulait faire un pas de plus, il fallait donner à l'argent sa place, mais il fallait lui donner une place qui est peut-être un petit peu différente. Et puis, maintenant, si j'essaie d'approcher cette
cette question d'argent, donc par rapport aux questions que tu posais tout à l'heure, est-ce que oui ou non? Moi, je dirais oui, il faut. Mais il faut lui trouver la forme. Si on vient dans un monde où on se retire de l'argent, il faut voir qu'on aura aussi une diminution de la conscience que l'argent nous apporte. L'argent, c'est un outil de conscience. Et puis, il va avec la conscience éveillée vers laquelle on va, comme être humain, quand on veut devenir responsable. Devenir responsable, c'est devenir conscient des conséquences de ce qu'on fait. Et l'argent, c'est un outil pour porter cette responsabilité. Donc, loin de moi l'idée que l'argent, on devrait s'en passer. Au contraire. Mais il faut trouver des manières d'être avec l'argent qui font que ce n'est pas lui qui domine ou que, indirectement, on laisse passer dans l'argent ce qu'on devrait pouvoir retenir autrement. Alors, je vais m'expliquer. Aujourd'hui, la relation qu'on a avec l'argent, c'est souvent de dire j'ai de l'argent. On met le verbe avoir avec l'argent. Et puis, on a quelque chose qui est devant nous, qui est comme un certain montant, un certain tas, un certain quelque chose. Et on donne à l'argent une existence de relation ou de possession. Et puis, si on n'en a pas, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et si on en a, on a l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses. Et puis, ça, je crois que c'est seulement un espèce d'écran qu'on a devant la véritable nature de l'argent. Un petit peu comme on est dans un ciel éclairé de jour, on est pris par la lumière qui rayonne de l'environnement de l'atmosphère, et puis on ne voit pas ce qu'il y a derrière, on ne voit pas le ciel étoilé, on ne voit pas la profondeur du ciel à travers le ciel éclairé. Et puis cette relation à l'argent d'avoir fait que on ne perçoit pas sa nature. Si on peut commencer à percevoir sa nature, on se rend compte que l'argent devient comme un outil qui nous permet d'aller vers les autres en conscience de l'engagement qu'on a et en conscience de la responsabilité qu'on porte. Et peut-être même il nous permet de percevoir les conséquences que vont avoir nos actes avant que ceux-ci se manifestent vraiment jusque dans la réalité. Donc, pour être un être humain conscient au XXIe siècle, j'ai la certitude, pour mon expérience, que l'argent, c'est un outil nécessaire. C'est un outil plus que nécessaire, c'est un outil utile. Mais il faut le dompter. Et puis, dompter l'argent, on peut peut-être essayer d'observer ce qui se passe quand on prend, par exemple, un simple acte d'achat. On achète, par exemple, une livre de pain. On paye 4 francs, disons, pour prendre un prix. Qu'est-ce qui se passe? On a d'une part le boulanger qui a préparé le pain ou le pain qui se trouve dans le magasin. Et puis d'autre part, on a l'acheteur. L'acheteur, il a les 4 francs dans sa main. Le boulanger, il offre la livre de pain. Et puis il y a déjà quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On a l'impression qu'on a 4 francs qui sont là en jeu, entre la livre de pain et puis les sous qui sont là. Si maintenant l'échange se fait, les 4 francs sont dans les mains maintenant du boulanger, puis la livre de pain, elle est chez l'acheteur. Après, on a plus de valeur qu'avant. Parce que si ce n'était pas le cas, l'échange ne se serait pas fait. Pour l'acheteur, le pain a plus de valeur que les 4 francs. Pour le boulanger, les 4 francs ont plus de valeur que le pain. Donc si on prend la valeur totale d'avant, puis la valeur totale d'après, on a comme gagné avec l'échange. Et ça se passe, cette espèce de cette petite source d'argent, cette source de valeur, elle se passe à travers chaque échange. Chaque fois qu'il y a un échange, il y a un plus qui se crée entre les êtres humains qui sont actifs les uns avec les autres. Ça, c'est déjà peut-être juste une chose qu'on peut observer. On ne voit pas tout de suite où il atterrit quelque chose en plus. Mais c'est une valeur qui, si elle n'était pas là, n'aurait pas conduit
à un échange. Si maintenant on fait un pas de plus, puis on essaye de regarder, mais alors c'est quoi qui a de l'importance? On part toujours d'un prix qui doit être correct entre l'acheteur et puis le vendeur. Puis on a l'impression que le prix correct, c'est à mi-chemin entre l'avantage de l'un et l'avantage de l'autre. Si on regarde plus en détail, on peut voir que, et puis on peut arriver à le comprendre, que le prix, il sera ce qui va permettre au vendeur, au producteur, dans le cas du boulanger, on aurait envie de dire de payer les frais qu'il a eus et tout ce qui a permis de produire son pain. Ça, c'est comme ça qu'on pense économiquement. Mais si on regarde la réalité de l'argent que je vais lui donner, c'est ce qui va lui permettre de satisfaire ses besoins jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau produire une livre de pain qu'il pourra vendre. Au fond, les sous que je lui mets à disposition en achetant, si maintenant je suis l'acheteur, c'est ce qui permet au producteur de vivre pendant tout le temps qu'il va avoir besoin de vivre jusqu'à ce qu'il ait de nouveau pu revendre quelque chose. C'est là qu'ils vont partir, ces francs. Et on se rend compte qu'avec chaque acte d'achat, on est en train, en réalité, de produire la base de vie pour celui qui a travaillé, accompli quelque chose, créé un produit, un service que je vais utiliser. Et quand on commence à se rendre compte de ça comme acheteur, on se rend compte que comme acheteur, on est les créateurs de la base sur laquelle tous les producteurs peuvent exister, le temps de reproduire, le temps de refaire quelque chose. Donc on a une importance énorme comme acheteur, comme consommateur, c'est nous qu'on donne la base pour l'ensemble de tous ceux qui produisent quelque part. Et un prix sera juste ou sera vrai, mais j'ai plutôt envie d'utiliser le terme de vrai, s'il permet à un producteur de produire le même produit qu'il m'a vendu et de couvrir ses besoins avec ce que je l'ai payé pendant tout ce temps-là. C'est une nouvelle notion parce qu'elle va dans l'avenir. Elle n'est pas quelque chose qui paye des frais du passé, elle est quelque chose qui crée un avenir pour les autres. Chaque achat. Donc si on s'imagine que cette chose-là est la base d'une économie nouvelle, celle qu'on aimerait faire régénératrice, on voit le geste régénérateur de chaque achat qu'on fait. Mais maintenant, encore faut-il que cet achat donne au producteur, je ne parle pas trop de tous les intermédiaires, maintenant je regarde tout ce qui est derrière la production, je prends l'exemple d'un boulanger, mais c'est aussi vrai pour un portable. Seulement là, il y a beaucoup plus d'intermédiaires, puis c'est beaucoup plus compliqué. Mais le geste est le même. C'est régénérateur si ça apporte assez aux producteurs, mais encore faut-il que ce soit assez. Parce que si maintenant je prends le point de vue du consommateur qui cherche à payer le moins possible ce qu'il va acheter, j'arrive dans une situation où, en fait, ce que je fais, c'est que je donne au producteur seulement un bout de ce qu'il lui faut pour vivre. Et puis ça, c'est, on peut dire, la cause principale de la misère qui est créée dans le monde, ou une des causes principales que l'argent crée. Mais il ne le crée pas parce qu'il est argent, il le crée parce que le consommateur n'a pas mis assez pour pouvoir satisfaire les besoins du producteur. Et à ce moment-là, le producteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Ou il diminue ses besoins, ou il s'endette. Et on arrive avec ça à une espèce de conclusion que un a priori qu'on a aujourd'hui, de dire au fond c'est les riches qui sont responsables de la situation
malheureuse du monde. Au fond, les pauvres, ils subissent, puis les riches, ils créent le problème. On peut voir qu'au moins en ce qui concerne l'achat, le fait d'acheter, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que je sois riche ou que je sois pauvre. Peu importe la richesse et peu importe la pauvreté, si je ne paye pas assez ce que j'achète, j'asservis le producteur à ne pas avoir payé assez. Que, étant pauvre, j'achète trop mon marché le pain que j'achète, ou étant riche, j'achète trop mon marché la belle robe ou le beau costume que je m'achète. Dans les deux cas, j'asservis le producteur si je ne paye pas assez pour qu'il puisse satisfaire ses besoins, jusqu'à ce qu'il puisse reproduire la même chose. Et si on a ça comme image, on peut voir que depuis tout de suite, maintenant, aujourd'hui, demain, on peut commencer à payer, à être attentif, non pas à mon porte-monnaie quand j'achète, mais est-ce que je donne à l'autre le terrain pour qu'il puisse vivre? Est-ce que je lui donne la base pour qu'il puisse continuer à vivre? Et si ça, c'était le souci de chaque consommateur, quitte à restreindre le nombre de choses qu'on achète, mais faire pour moi, à chaque chose que j'achète, je donne la base, je serai en train de créer une dynamique positive dans l'ensemble de l'économie. Ça va très très loin. Ça va jusque dans les pays qu'on ne sait même pas qu'ils sont actifs pour produire les produits qu'on achète, parce que ça se répercute. C'est un peu la notion qu'il y a derrière le fair trade, mais avec pas seulement un peu augmenter le prix pour être moyen entre l'acheteur et le producteur, c'est regarder que le producteur et se dire c'est lui qui compte. Parce qu'à la fin, si j'imagine que ce geste s'étend dans le monde, il me reprend par derrière. Moi, je suis aussi producteur de services, quelque part. Puis si les autres me payent mes services pour que moi je puisse en vivre, moi, je pourrais aussi payer les autres. Donc, le geste, il va dans un sens unique du consommateur vers le producteur. Et il manque dans le monde aujourd'hui une instance qui donne une référence de ce qu'est un prix qui serait correct, un prix qui serait vrai. Vrai dans le sens qu'il couvre les besoins du producteur. Il manque une espèce d'ONG, je dis ça comme ça, qu'on pourrait appeler True Price Watch, qui regarderait qu'est-ce qui est le prix du pain ici en Europe centrale, en Suisse, à Genève, ou bien quelque part en Espagne, quelque part dans le sud de l'Afrique, quelque part ailleurs, partout, quel devrait être le prix pour que le producteur puisse vivre. Ça serait comme une espèce de référence, puis ça pourrait devenir une espèce de carte, parce que les prix ne sont pas les mêmes dans les différentes régions du monde, pour les différents produits. Et dans chaque région, on pourrait avoir une référence prix qui serait vraie pour que les producteurs puissent en vivre. Et puis si une chose comme ça se faisait, ça deviendrait comme une espèce... Après, on sait, je paye trop mon marché. Avec ce que je paye, je ne peux pas couvrir les frais. Quel serait le prix du litre de lait en Suisse? Ou justement ailleurs, ou du pain, ou de choses plus compliquées. Il faudrait peut-être commencer par les choses simples, parce que les choses compliquées, c'est difficile de l'établir. Ça, c'est peut-être par rapport à l'achat. Puis on voit là, c'est une des fonctions de l'argent qui nous amènerait en conscience, au fond, la capacité au producteur de pouvoir vivre avec ce que je paye. Puis si ça, on arrivait à le réaliser, on serait dans une situation d'avoir changé déjà beaucoup de choses dans le monde autour de nous. Puis on pourrait changer demain. Sauf qu'on ne sait pas ce que serait le prix juste, ou le prix vrai. Je trouve que pour ça, il faudrait utiliser prix vrai plutôt que prix juste, parce qu'après, on ne sait pas trop avec quoi naviguer comme concept. Il faudrait presque développer encore un peu plus précisément ce concept de prix vrai, et puis le rendre comme quelque chose qui devient
une référence. Puis il n'est pas seulement, justement, je comparais à Fairtrade, il n'est pas seulement équitable, il est vrai dans le sens que ça va jusqu'au bout. Ça permet aux producteurs de couvrir tous ses besoins. Puis ce n'est pas à nous de déterminer quels ils sont. Mais est-ce qu'il va pouvoir les couvrir? Ben ça, c'est important. Puis je paye ça. Si maintenant je prends une toute autre fonction de l'argent, et de l'argent que le troc ne pourrait jamais remplacer, c'est la capacité d'initiative de l'individu. Aujourd'hui, elle est devenue énorme. On a une créativité, puis on a des idées, puis on a envie de les réaliser. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire que cette personne qui a une idée, tu es là, tu as une idée, tu aimerais réaliser quelque chose, comment est-ce que tu vas pouvoir le réaliser? La manière de le faire dans notre société, c'est de recevoir du crédit. Ça veut dire de susciter assez de crédit pour que d'autres puissent voir que l'idée est bonne, puis que cette idée puisse être accompagnée par un prêt. Dans notre société, on a les banques qui sont venues jouer ce rôle-là. Et cette situation-là, on pourrait voir maintenant ce qu'elle génère. Quand je fais un prêt, je peux faire un prêt à quelqu'un, je peux faire un prêt à une idée de quelqu'un, parce que cette personne, elle a envie de réaliser, puis elle cherche à trouver le cercle de celles et ceux qui vont pouvoir avoir confiance. Mais c'est confiance dans rien d'autre que ce qui est naissant au sein d'une personne. Ça peut se passer quand c'est une personne individuelle, puis que c'est des personnes individuelles qui sont autour. Et puis, ça peut plus se passer quand on a une banque qui vient comme intermédiaire. Pourquoi? C'est pas que la banque est mauvaise, mais c'est que la situation, elle permet plus de fonctionner correctement. Parce que la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pose comme institution qui doit pouvoir offrir une garantie à celui qui a prêté, qui va pouvoir retrouver son argent. Quand on a de l'argent qu'on oublie sur un compte à la banque, c'est comme si on prête. Hein? On croit qu'il est à nous, mais il n'est pas à la banque. Il est quelque part en train de circuler. Donc c'est comme si on prête à la banque. Puis la banque, parce qu'elle est institutionnalisée, elle est obligée de faire qu'elle offre la garantie au prêteur de pouvoir avoir son argent en retour. Sinon, on ne mettrait plus l'argent sur son compte à la banque. On se disait, si je ne le retrouve pas demain, j'aime mieux le garder sous mon matelas. Donc, on a confiance que la banque donne la garantie. Mais si elle la donne, elle doit se la faire donner. Ça veut dire que je ne vais plus vers quelqu'un, si je suis banquier, avec le même regard que si je suis un prêteur direct. Si je suis un prêteur direct, je peux avoir confiance dans l'idée, puis voir que l'idée fait du sens et qu'elle va aller quelque part. Si je suis banquier, je ne peux plus. Je sais que l'argent, ce n'est pas le mien. Je dois demander une garantie. Ça veut dire que ce n'est plus l'idée qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée pour que je puisse m'appuyer dessus. Et ce quelque chose-là, il casse toute la relation. Parce que ce qui compte maintenant, pour celui qui a une idée, ce n'est pas de pouvoir croire en son idée, réaliser son idée, et avoir des gens qui ont confiance, c'est de pouvoir offrir la garantie que l'argent va garder sa valeur. Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui entre en jeu par le simple fait qu'on se repose sur le fait d'avoir de l'argent sur un compte, puis qu'on laisse le compte gérer la réalité anonyme qui a été créée avec ça. Ça veut dire on laisse quelqu'un gérer
l'argent de tous les citoyens, de toutes les personnes qui sont là autour et qui ont quelque part de l'argent sur un compte. Et là, l'argent, par l'anonymité qu'on lui laisse prendre chez le banquier, ou là où il y a un compte, il finit par créer des dommages. Les dommages qu'il crée, c'est qu'il n'est plus que mis en place là où il y a une garantie qui est donnée, ou qui peut être donnée. Ou si ce n'est pas le cas, on appelle ça des startups et on organise tout un système pour que ça fonctionne avec ça, mais je prends de manière générale. Donc là, si dans le domaine de l'argent de prêt, de l'argent qui n'est pas utilisé pour être acheté, mais qui est provisoirement mis de côté pour le jour où on voudra l'utiliser pour acheter, puis il reste sur un compte, ça peut être 1 000 francs, ça peut être 10 000 francs, ça peut être plus. Là, cette richesse qui est quelque part sur un compte, elle crée un problème social énorme dans le monde. Je dis énorme, je pourrais mettre un mot encore plus gros, c'est l'anonymité et à travers l'anonymité, la nécessité de voir une garantie qui crée un problème. Et on a déproximisé, on a dissocié la relation entre ceux qui ont des initiatives, celles et ceux qui ont des initiatives, et celles et ceux qui ont de l'argent de côté sur un compte, puis qui pourraient mettre à disposition de cette initiative parce qu'ils la reconnaissent, celle-ci ça me plaît, ça j'ai pas trop envie, ça c'est vraiment ce que j'aimerais soutenir. Cette manière qu'on a avec les achats, de faire chacun ses achats chez tel ou tel commerçant pour pouvoir faire qu'on a répondu à nos besoins en faisant nos choix, on ne le fait pas avec la banque. On laisse la banque décider ce qui va se passer avec l'argent qui attend. Et puis je dirais là, on a un gros problème. Mais ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est le fait que nous, on n'assume pas les conséquences d'avoir l'argent sur un compte. On n'assume pas les conséquences de ce que ça veut dire de laisser de l'argent dormir jusqu'à ce qu'on va le réutiliser. Et là, on a un devoir, je dirais, majeur. Ça serait, c'est un peu brusque, mais ça serait un artisan du changement, un artisan de la régénération, c'est de faire que l'argent, on ne le laisse plus sur un compte. Qu'on laisse juste sur un compte ce qu'on a besoin pour pouvoir faire le roulement de son mois, disons, ou au maximum de son année. Puis que le reste, il soit placé, prêté à des projets qui sont les projets qu'on reconnaît autour de nous. Et une des choses qui ferait un immense changement, ça serait de se dire, on va avec l'argent, assumer la responsabilité de le stocker nous-mêmes. Puis faire confiance, ça veut dire, je dois dire, j'ai confiance en lui, mais pas en celui-là. Ça, c'est ce que j'aimerais soutenir. Puis je prends forcément un risque dans chacun des domaines là où je vais aller, mais c'est moi qui le prends dans une relation directe. Comment je vais faire mes achats de manière directe, de manière au niveau des prêts. Et ce changement-là, je ne sais pas si on est prêt à le faire, mais je crois de plus en plus. Et ce que je dis, ce n'est pas de dire qu'il y a des banques qui sont méchantes puis qu'il y a des banques qui sont gentilles en prenant des banques éco ou bien vertes ou bien je ne sais pas quoi. C'est l'institution bancaire qui a un problème. C'est l'anonymisation de se reposer sur une espèce de quelque chose qui fait que j'ai mis de l'argent sur un compte, puis je le retrouverai quand j'irai le rechercher. Puis de laisser ça à d'autres, de me garantir que je le retrouve, puis eux, ils doivent exiger la garantie, puis en exigeant cette garantie, ils créent un dommage social énorme, parce qu'il n'y a plus aucune idée qui peut naître chez quelqu'un qui serait une idée un peu folle. On n'ose plus que faire les choses qui entrent dans le schéma de ce qui reçoit la bénédiction de la garantie. Puis, ça peut être une banque verte ou éco ou bien une banque ordinaire, ça ne change pas grand-chose de ce point de vue. Ce qui fait la différence entre l'éco et l'ordinaire, ce sera là où eux vont placer l'argent. Mais la manière dont ils vont le placer,
elle ne va pas changer. Et ça, c'est systémique. Ça, c'est quelque chose qui est un mal systémique, que ce n'est plus des individus qui assument la responsabilité de l'argent qu'ils ont quelque part en stock. Imaginez si on fait des manifs, hein, ici ou là, ou comme ça. Des fois, il y a tout d'un coup 10 000 personnes ou bien 100 000 personnes qui sont à une place pour une idée. Alors, elles se sont déplacées, elles ont fait le voyage, elles viennent, elles s'expriment avec la parole. Elles rendent quelque chose de possible avec ça. C'est relayé par les médias, ça crée tout un boom d'idées. Imaginez que toutes ces personnes, elles ne soient pas venues en ayant acheté le meilleur marché pour s'alimenter, et puis qu'elles laissent les déchets un peu sur la place fédérale quand elles vont faire leur manif, mais qu'elles aient acheté conscient, alors tout ce que ça implique conscient, en ayant payé un prix vrai pour les choses qu'elles ont achetées. C'est 100 000 personnes qui, en ayant acheté ça, ont créé un élan dans l'économie qui est un élan porteur d'avenir au sens où je le disais avant pour l'achat. Imaginez maintenant que toutes ces personnes, elles ne fassent pas seulement leur manif avec ça, mais qu'en même temps, les 100 000, elles aillent toutes retirer 1 000 francs de l'argent qu'ils donnent, de celles qu'elles n'ont pas besoin dans l'année. Mais c'est 100 millions de francs qui, en un moment, est disponible pour pouvoir être porteur d'une initiative quelque part. Une initiative un peu plus risquée, mais qui est plus proche parce que je connais la personne, puis je sais ce qu'elle veut faire, puis je peux l'aider, puis je peux l'accompagner, puis je peux permettre de réaliser peut-être un chemin de vie qu'elle n'aurait pas pu faire autrement si elle n'avait pas eu ça. Et ça ne sera jamais une institution bancaire qui va le permettre. Ce changement-là, il va être par la proximité du prêt, directement. Et par rapport à cette fonction du prêt que l'argent est là, je dirais qu'il y a encore un autre grand problème dans notre société. Ce problème-là, il est lié aux structures de propriété qui sont liées à des sommes d'argent pour presque toutes les entreprises. Ça, je vais reprendre peut-être un peu plus loin dans l'exposé. Donc, on a vu deux zones où l'argent pourrait être une source de régénération, là où on achète, là où on prête. Je pourrais aussi encore prendre là où on donne, comme point de vue. Mais ça m'ouvre peut-être dans des perspectives qui vont trop loin, alors peut-être que ça revient dans la discussion, pour être sûr que je ne fasse pas trop loin dans le début. Puis je peux y revenir, mais là on a aussi une manière de pouvoir susciter une autre approche, quelque chose qui fait que là, l'argent touche encore une autre dimension. Je le laisse peut-être un peu entre parenthèses maintenant, mais c'est aussi encore quelque chose où on peut aller. Si maintenant je regarde la question de l'éthique par rapport à ces questions que j'ai soulevées, on pourrait peut-être se dire qu'il faudrait, c'est quelque chose que j'aime bien formuler comme ça, se dire, on pourrait se faire un petit exercice par rapport au changement qu'on aimerait faire, puis se dire, chaque soir, avant d'aller dormir, est-ce qu'aujourd'hui, ce que j'ai acheté, je l'ai payé assez cher? Puis ça pourrait comme mettre un petit slogan, comme la petite comptine qu'on raconte aux enfants, mais on se la raconte à nous-mêmes le soir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que j'ai acheté, j'ai payé assez cher? Sous-entendu, à un moment dans la journée, faire ce regard vers tous ceux qui m'ont permis de satisfaire mes besoins
Puis est-ce que moi, j'ai permis, avec ce que j'ai payé, qu'eux puissent satisfaire leurs besoins? Puis là, on touche vraiment l'éthique, puis on voit que c'est une éthique qui est basée sur chacun. C'est chacun qui va devoir décider. La même chose par rapport au prêt, on pourrait se dire, est-ce que j'ai vraiment assez prêté en direct? Peut-être qu'on ne fait pas ça chaque soir parce qu'on ne prête pas forcément chaque jour, mais on pourrait peut-être faire ça chaque mois ou une fois quand on fait une rétrospective tous les mois, ou c'est peut-être annuel, un moment où on se dit est-ce qu'il n'y a pas trop sur mon compte? Est-ce que je ne devrais pas prêter ailleurs? Puis laisser sur le compte seulement ce qui est nécessaire pour que les achats du mois suivant et que ça puisse fonctionner comme ça. Et puis ça veut dire d'une certaine manière, c'est sûr, que les banques, dans mon image d'avenir par rapport à l'argent, elles n'auront plus le rôle qu'elles ont maintenant. Peut-être même que comme elles sont maintenant, elles n'existeront pas. Parce que l'argent, on va trouver une manière de le faire exister autrement qu'à travers le système bancaire. C'est ce qu'on fait déjà avec les systèmes d'échange locaux. Et mon image d'avenir de l'argent, c'est quelque chose qui fonctionne comme un système de comptabilité, de système d'échange local, mais de systèmes d'échange locaux qui sont reliés les uns aux autres en formant une espèce de tissu d'argent indépendant des pays qui va dans le monde entier par de proche en proche, de groupement en groupement, comme vous avez ici dans la région, le Léman, où il y a dans toutes les régions des formes d'échange d'argent locaux. Et puis on pourrait petit à petit accumuler partager les expériences qu'on fait ici et qu'on fait là, pour pouvoir ajuster les expériences à ce qui est vécu localement, puis faire de ça un moyen beaucoup plus large d'échange. Et l'échange, ce serait surtout pour les achats. On devrait après trouver, quand il y a trop de sous sur ces comptes d'échange, en négatif ou en positif, on devrait pouvoir faire un pas vers des prêts directs, vers des projets. Notre projet, dans le cadre de l'EPI, il est essentiellement porté à 85% par des prêts directs. Puis il n'existerait pas, si on n'avait pas autour de nous des prêteurs directs qui permettent de le faire. Maintenant, je fais le saut vers ce que j'ai déjà évoqué juste avant. Par rapport à l'éthique, si on voulait faire un changement encore plus fondamental, puis là, il touche moins l'argent que la structure des sociétés, que la structure de la propriété des sociétés. Presque toutes les formes juridiques aujourd'hui, non, presque toute l'économie, elle est portée par des formes juridiques qui ne sont plus des personnes individuelles. C'est ou des associations, ou des fondations, ou des sociétés anonymes, ou des sociétés coopératives, ou des sociétés à responsabilité limitée, si on prend les 5 formes qui existent principalement au niveau suisse. Et bien, ces formes-là, elles ont toutes un a priori de méfiance par rapport à l'initiative individuelle. Elles ont toutes cette situation surprenante que on veut bien qu'un individu il ait des idées, mais qui a le dernier mot? C'est jamais l'individu, c'est toujours l'assemblée de ceux qui sont autour. Alors, vous avez une initiative, vous vous lancez pour faire quelque chose, vous trouvez 2 personnes qui font avec vous ce qu'il faut parce que c'est des porteurs d'initiative, puis en même temps que vous vous lancez pour le faire, vous trouvez des amis qui vont vous accompagner. Vous dites, je fais une association pour gérer un café, par exemple, pour faire quelque chose. Alors, vous êtes 2-3 copines, vous faites un café, vous trouvez des gens qui sont d'accord de vous aider pour pouvoir le faire. Ces gens deviennent membres de votre petite association.
Puis vous êtes au comité avec les 2 autres copines qui ont permis de faire que le truc il se lance. Puis qu'est-ce qui se passe? Une année après, vous faites votre première assemblée générale. C'est qui a le dernier mot? C'est l'assemblée générale. Mais ce n'est pas eux qui ont eu l'idée. Eux, ils sont venus pour permettre à l'idée d'exister. Eux, ils sont venus après. L'idée, elle a été portée par les 3 qui ont lancé la chose, puis qui se sont dit, on se relaie, ils s'organisent, ils passent des nuits blanches, ils font tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et puis une fois que c'est fait, ils arrivent une année après dans une situation presque de semi-tribunal. Enfin, elles vont raconter tout ce qu'elles ont fait, puis normalement, ce qui va se passer, tout le monde va dire « Hurrah, youpi, c'était bien, magnifique ». Que la rencontre ait lieu, je trouve magnifique, c'est normal. Une espèce d'expression on rend compte de ce qu'on a fait, mais pourquoi la loi veut que ce soit ceux qui ont été appelés à monter dans le bateau, un peu les passagers, qui soient ceux qui reçoivent le dernier mot? Donc, même une forme d'association, elle est contraire de ce. Elle a quelque chose qui dit méfiance à l'initiative individuelle des 3 copines qui ont lancé leur café. Parce que finalement, c'est les clients ou les amis ou ceux qui ont mis l'argent qui vont finir par décider. Vous prenez la fondation, là ça peut se structurer un peu autrement. Dans une fondation, ça sera une autorité de surveillance qui va gérer si oui ou sinon les buts sont suivis. Si vous prenez une société anonyme, vous avez la même chose, mais c'est les actionnaires qui décident c'est-à-dire ceux qui ont emmené l'argent, pas ceux qui ont eu l'idée. Si vous prenez une SARL, là ça peut se structurer peut-être un peu autrement parce que c'est principalement les entrepreneurs qui amènent l'argent. Je la laisse peut-être un peu de côté, mais on n'a pas une structure de base dans la société suisse, dans le code civil ou dans le code des obligations, qui dit, voilà, on fait confiance, on célèbre l'individu, son initiative, son engagement, sa responsabilité. On n'a pas ça. Donc on peut le créer, mais on doit le bricoler. Alors c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'OUBI, c'est qu'on a bricolé une SA. On a bricolé une SA pour qu'on ait des parts majoritaires puis des parts minoritaires. Ça veut dire qu'on a des parts qui permettent de faire un tout. J'entends, il y a quelqu'un qui nous photographie depuis l'extérieur. On a la possibilité de faire une société où on a d'un côté une minorité de capital avec une majorité de voix, puis d'un autre, une majorité de capital, puis une minorité de voix. Puis on arrive à combiner les deux d'une telle manière que la minorité de capital, 10%, elle peut avoir la majorité des voix à l'Assemblée générale. C'est tout à fait prévu par le code, mais il faut le vouloir. Il faut comme aller à l'intérieur de la SA et puis se dire, j'apprends à voir comment elle fonctionne et puis je la structure d'une manière à ce que les porteurs d'initiative ils aient la majorité des voix, même s'ils n'ont pas la majorité de l'argent. Et c'est ce qu'on a fait quand on a débuté. On a créé une société avec 100 000 francs de capital action. Avec 10 000 francs, on avait la majorité des voix, 100 voix sur 190. Puis les 90 000 francs, ils avaient 90 voix à 1000 francs derrière. Et puis ces 90 voix à 1000 francs, ils étaient moins que les 100 à 100 francs. Et donc avec 10 000 francs, 100 voix à 100 francs, on avait la majorité des voix, mais on avait dû mettre que 10 000 francs. On n'aurait pas pu mettre beaucoup plus d'ailleurs. Et puis autour, on a les 90 actions à 1000 francs, qui sont des gens qui sont avec élan en faveur de ce qu'on a envie de réaliser. Donc ces personnes autour, elles sont venues nous accompagner. Et on ne les a jamais déçues sur tout le parcours des 40 ans qu'on a fait maintenant. Elles sont toujours encore avec nous.
Donc, c'est faux de penser qu'on devient actionnaire dans un projet parce qu'on veut avoir des voix. On vient actionnaire dans un projet parce qu'on a envie de soutenir le projet et lui permettre d'exister. Et puis, on prête aux gens en général une mauvaise intention de se dire parce qu'on apporte le capital, on veut le contrôle. C'est pas vrai. Mais il ne faut pas leur donner une structure où on reçoit le contrôle. C'est pas sûr que les gens qui sont devenus membres de l'association dont j'ai parlé avant, pour les 3 personnes qui veulent monter un café, elles voulaient avoir une voix pour devenir majoritaires au niveau démocratique, puis décider ce que les 3 initiatrices avaient fait. Mais elles le reçoivent par l'association, ce pouvoir. Puis là, on devrait arriver à créer dans le droit suisse des structures qui permettent de faire que les initiateurs, les porteurs, soient celles et ceux qui gardent la responsabilité de leur liberté, de leur engagement et justement la responsabilité, pas seulement envers elles, mais envers le monde, de ce qu'elles sont en train de générer. Et si on avait des structures comme celle-ci, alors on aurait beaucoup... Les entrepreneurs seraient plus forcément obligés de créer une maximisation de profit pour les actionnaires, puisque les actionnaires n'auraient pas le dernier mot. Bon, c'est peut-être dit de manière générale, mais on peut s'engager de manière structurelle à faire quelque chose qui fait qu'une entreprise, elle est à même d'être portée par les responsables, puis que les responsables, ou les responsables, les initiateurs, ceux qui ont le mot pour gérer l'entreprise, qu'elles puissent aussi avoir le dernier mot quand il s'agit de se trouver confronté aux gens qui apportent les sous. Et puis c'est une structure de ce genre qu'on a maintenant dans notre initiative. Et c'est à partir de cette expérience-là que je peux parler, où année après année, on se retrouve avec des actionnaires. On a à peu près 700-800 actionnaires qui portent un capital de 4,5 millions pour porter l'ensemble de l'OB. C'est tous des privés qui sont venus petit à petit au cours des 40 ans venir accompagner le projet parce qu'on c'était reconnu de leur point de vue combien ils voulaient en faire partie. Mais ce n'est pas des gens qui demandent le pouvoir de décider ce que nous, on va devoir faire. C'est des gens qui viennent, on rapporte ce qu'on a fait, on entend leur écho, puis ensuite on reprend le chemin de l'année suivante après avoir fait ce travail-là. Mais on reste responsable de tout ce qu'on a fait. On n'a jamais fait quelque chose parce qu'eux nous ont obligés. Et là, on a quelque chose de structurel au niveau du droit à faire, que les entreprises soient conçues de telle manière que les entrepreneurs soient responsables de ce qu'ils font. C'est un peu dans l'air du temps avec la votation qui est devant nous, mais ça concerne un peu toutes les entreprises, au fond. Toutes les entreprises qui sont agissantes dans notre société. Ça, c'est un deuxième aspect, un deuxième volet qui touche la structure plus que l'argent, mais dans lequel il y a beaucoup d'argent qui rentre, parce que les actions, c'est quand même beaucoup d'argent qui circule sous forme d'actions dans le monde. Et si les actionnaires étaient porteurs de l'intention, ça serait un autre paysage. Ça touche encore toute la question de la bourse, et ça, je n'entre pas dans ce domaine, peut-être maintenant. Voilà, j'avais pensé à ces deux choses, principalement, l'argent dans ces deux formes, où on peut changer tout de suite quelque chose, et puis les structures qui permettent de faire que les entrepreneurs soient vraiment libres, engagés, responsables. Je ne sais pas, comme début de contribution, si ça répond à ce que tu attendais. Oui, je n'avais pas d'attente précise, mais oui, bien sûr. Surtout des voies aussi pratiques. Moi, je voulais revenir sur la question
des banques et de la spécialisation. Je vais amener mon vélo chez l'agent de vélo pour le réparer parce que je ne suis pas très capable. Je vais poser mon argent à la banque parce que j'ai l'impression que je ne suis pas très capable. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une spécialisation des métiers quand même, où on fait confiance à certaines structures. Je ne peux pas. Alors, le pain, je le fais moi-même, donc je ne peux pas tout faire. Et donc, je ne sais pas si on s'improvise comme ça, prêteur. Je dis certainement qu'il y a des banques qui sont mieux que d'autres, il y a des structures qui sont mieux que d'autres. Peut-être que l'Audier, j'y ferai confiance parce que c'est une petite structure, et puis voilà. Mais est-ce que j'aurai la capacité, moi, en tant qu'individu, de me dire est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est. J'ai quand même envie de retrouver cet argent à l'année prochaine ou dans 3 ans. Voilà, à moins que ce soit vraiment du surplus et que j'en ai pas besoin, c'est un prêt temporaire. Voilà, comment on fonctionne avec ça? C'est quand même on a un peu diabolisé les banques, je pense qu'avec plein de raisons, mais elles font quand même sens pour certaines personnes, ou pas du tout. On peut imaginer un monde sans banque du tout. La question a été posée au début, est-ce qu'on doit supprimer l'argent? Si on supprimerait l'argent, de fait, on aurait supprimé les banques. Donc, par ricochet. Puis ma réponse, elle est, par rapport à ça, non, on ne doit surtout pas supprimer l'argent, mais on doit arriver à le canaliser dans ses effets. Et puis, cette manière de canaliser dans les effets, ça va quand même conduire, si on veut vraiment le faire, à empêcher à se passer des banques, je dirais comme ça. Elle va quand même le faire. Et puis la question de la spécialisation, cette question de la spécialisation qui était posée, oui, mais c'est justement par rapport à l'argent, cette spécialisation-là, elle ne fonctionne pas. C'est pas une marchandise, l'argent. C'est pas quelque chose comme un vélo. C'est pas quelque chose comme du pain. C'est comme un réflecteur. L'argent, c'est comme, puis je pense qu'on peut le comprendre avec ce que j'ai dit, c'est comme de l'intention humaine, de la volonté humaine qui s'est cristallisée, puis qui s'est manifestée, qui s'est réalisée. L'argent, on peut le voir, ça commence avec l'échange que j'ai décrit tout au début. Il y a un surplus. Après, il va se manifester où ce surplus? À la fin, il va se manifester dans de l'argent. Il y a un plus. Puis, tout ce qu'on fait comme être humain donne à l'argent une couleur, une qualité, parce qu'on y a mis notre lien. Et puis, si de ça, on se retire, c'est comme si on voulait se retirer de notre responsabilité. Alors après, il ne faut pas être étonné des conséquences de la vague suscitée dans le monde par notre abandon à porter notre responsabilité. Alors, quand on dit « je ne suis pas spécialiste avec l'argent », ben, il vaut mieux pas en avoir, de l'argent. Puis laisser les spécialistes, eux-mêmes, ceux qui savent bien prêter, leur argent, le prêter. Il ne fera pas de dommage s'il est bien prêté directement aux personnes, directement, mais engagé par les personnes elles-mêmes. Mais là où il commence à faire le dommage, c'est quand il est un argent fiduciaire, ça veut dire je dois offrir la garantie. Puis à ce moment-là, j'arrive avec le prétexte de la garantie pour me déresponsabiliser de ce que moi je vois être pas bien, mais que je ne peux pas ne pas faire parce que j'ai le règlement qui me dit que je dois le faire. Puis de mettre un être humain dans la situation où il doit obéir à un schéma, puis après quand même décider, c'est la source de tous les maux autour de nous, parce que ça c'est une déresponsabilisation totale. Je fais ce que le système me dit, moi je suis contre, mais j'obéis. Donc je suis bon si je suis obéissant. Mais non, il faut qu'à chaque moment,
la conscience morale puisse de nouveau susciter, renaître dans la personne et puis être là pour dire ça, j'assume pas. Puis ça, j'assume. Je ne sais pas si ça répond un peu. Donc, je crois que l'argent, c'est pas une question de spécialisation. On ne peut pas remettre la responsabilité qu'on a envers l'argent en d'autres mains que les siennes propres. Parce que l'argent, ça nous colle à la peau. Et puis, on peut ne pas vouloir, mais ce n'est pas ça qui va créer le monde de demain, avec la conscience qu'on a aujourd'hui. J'en suis assez certain. Et puis, je n'étais pas en train de diaboliser les banques. Par rapport au terme utilisé, c'est un peu... il y a un temps, on peut dire où elles étaient, c'était important qu'elles soient là. Puis on est, je crois, arrivé à un temps de l'évolution de la conscience des individus que c'est à leur tour de prendre le relais. Puis il faut organiser la société de telle manière que l'argent soit plus soit plus séparé de ceux à qui il appartient. Et puis, on a forcément une situation qu'il y aura des entrepreneurs, des personnes qui ont des idées, qui vont être, comment dire, il va y en avoir, espérons de plus en plus, des gens qui ont des bonnes idées, mais de plus en plus, elles ne vont pas être dans le cadre qui est celui auquel une institution peut prêter. Donc, c'est qui va permettre à ces institutions d'exister? Aujourd'hui, si quelqu'un a une idée aujourd'hui, puis qu'il aimerait la réaliser, en général, c'est interdit. Si c'est une nouvelle, si c'est une idée nouvelle, ou bien elle entre complètement dans le cadre de ce qui existe déjà. Mais si quelqu'un a une idée nouvelle, parce que ce n'était pas prévu, ça va à contre-courant. Je me rappelle quand on a commencé avec le bio il y a 40 ans, c'était pas prévu. Quand on a commencé à pas vouloir vendre notre lait bio à la centrale laitière, à la ferme, c'était interdit. Les fermes devaient livrer à la centrale laitière. Puis nous, on faisait du lait qui n'était pas comme l'autre, mais on n'était pas autorisé de ne pas le livrer. Alors, pour pouvoir faire la chose, on a dû trouver un truc pour créer un contexte de droit, dans le droit, qui n'est pas comme tous les autres. Alors, on a créé une association qui est devenue propriétaire des vaches. Les clients, ils sont venus, mais ils n'ont pas acheté leur lait, ils ont payé une cotisation à l'association, puis ils ont reçu le lait de l'association, là où il y avait les vaches. Donc, on a dû créer dans le droit existant quelque chose qui était légal, mais pas conventionnel, pour permettre de faire quelque chose qui était une idée nouvelle au moment où on a démarré. Et je pense que toutes les idées nouvelles qui viennent, elles se heurtent d'abord à un frein de droit, parce que le droit, il institutionnalise les règles dont on a pris l'habitude, et puis qu'on a vu qu'elles fonctionnaient. Donc, la première chose d'une idée nouvelle, c'est d'abord qu'elle doit se heurter au droit, puis la deuxième qui vient derrière, c'est qu'elle doit trouver les capitaux pour pouvoir se réaliser. Puis là, c'est la deuxième chose. Si vous devez faire confiance à une banque de vous prêter quand vous avez une idée nouvelle, ben bonjour. C'est par expérience. Je peux dire que aujourd'hui, les banques ne prêtent rien dans le cadre de notre projet sur la partie commerciale. La seule partie où ils prêtent, c'est là où il y a des habitants. Puis la part qu'on a encore de prêts bancaires, c'est sur les parties habitation, et parce que là, c'est rentable, ou c'est sûr, ou c'est garanti. Mais tout ce qui est ferme, auberge, hôtel, formation, ce n'est pas les banques qui prêtent, c'est tous les privés.
Donc, je suis par expérience de ces 40 ans, je peux vraiment vous dire, c'est pas. On a besoin de personnes individuelles pour pouvoir réaliser une idée qui est nouvelle. Parce que les personnes individuelles, elles le voient, mais les institutions, elles ne le voient pas. J'ai une question par le chat de Vincent qui te demande si tu connais la coopérative intégrale catalane. Est-ce que tu en penses si oui? Alors, je ne la connais pas. Donc, c'est une coopérative militante qui cherche à créer son propre réseau de sociétés en utilisant les mêmes outils que les évadeurs fiscaux pour que les coopérateurs, qui sont des PME, des ONG, etc., puissent éviter un maximum d'impôts et charges sociales de l'État et qui alimente comme ça son propre système d'aide et sa propre monnaie. Ils ont plusieurs milliers de coopérateurs, coopératrices en Catalogne. Mais donc, si Vincent peut prendre la parole en principe. Vincent, est-ce que tu arrives à activer ton micro? Oui, je crois. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Ouais, bah, du coup, je ne sais pas trop quoi dire de plus, mais c'était bah, du coup, qu'est-ce qu'il en pense ou est-ce qu'il a besoin de plus d'infos pour répondre à la question aussi? Et vu qu'il parlait de... Je ne connais pas bien, mais c'est bon. Je ne connais pas du tout le projet en question, mais je crois qu'on doit, dans le monde où on est, avec l'argent, essayer de faire le plus de choses possibles, nouvelles. Et chaque fois, dans les gestes qu'on fait, se poser la question, est-ce que je fais quelque chose pour mon avantage seulement, ou est-ce que je fais quelque chose pour l'avantage du tout? Ça, je pense que c'est une règle qu'on peut se donner au niveau économique puis au niveau de l'argent. Si avec mon input, avec mon intention, que ce soit une association, que ce soit une coopérative, que ce soit n'importe quel geste, à n'importe quel niveau de la société, si je fais quelque chose, et puis que l'intention, elle n'est pas d'en tirer un profit personnel, mais de faire un ensemble de problèmes que je vois sont pris en compte et adressés d'une manière qu'on trouve une solution, tant mieux. Dans le cas présent, j'entends juste qu'on essaie d'économiser des droits d'impôt pour la Catalogne. Je ne sais pas ce que la Catalogne va devenir si plus personne paye d'impôts, mais peut-être qu'ils en perçoivent trop et puis qu'ils l'utilisent à mauvais escient. Puis dans ce cas, c'est peut-être bien de pouvoir soi-même décider de la gestion de biens communs à partir de personnes et initiatives privées, plutôt que de laisser ça à un État qui ne fait pas les choses dans le bon sens. Mais je suis conscient que je ne réponds pas vraiment à la question, mais parce que je ne connais pas assez bien le problème. Enfin, le problème, le projet. Oui, moi je pensais quand même aussi, j'ai la question quand même par rapport à certaines banques, bon, éthiques quand même, qui créent quand même un pont entre des entrepreneurs et un cercle de personnes qui prêtent, où cet aspect d'anonymat est quand même levé. Je pense à la banque Triodos parce que je la connais, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Et où justement, avant d'accorder leur aide à un projet, ils s'assurent que ce projet est porté pas seulement par les porteurs de l'initiative, mais qu'il y a toute une communauté autour d'eux, en fait, ouais, qui sont prêts à garantir, qui sont prêts à prêter individuellement. Ça fait partie de leurs critères de choix pour un projet, de sentir qu'il y a toute une communauté autour de ce projet. Et là, j'ai l'impression qu'on est entre une banque, au sens classique du mot, où il y a cet aspect anonyme, et cette forme que tu proposes de purement privé, de prêt purement privé.
Oui. Alors, ça va dans le sens de... J'ai pas voulu trop noircir le tableau, j'ai voulu parler de potentiel de régénération, rentrer dans le geste, et puis une telle banque qui regarde de cette manière-là, elle va dans un bon sens, mais je me demande si c'est vraiment nécessaire. Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur temps d'avoir une institution de paiement, une plateforme de paiement, ça veut dire qu'on aurait un compte quelque part. Puis dans ce sens, la banque, elle existerait, mais comme centrale de clearing, pour qu'on puisse payer d'un compte à l'autre. C'est ce que font les systèmes d'échange locaux. On n'est même pas obligé de partir avec un montant qu'on a mis sur le compte. On peut partir à zéro, puis il y a des gens qui viennent négatifs et d'autres positifs. Le simple fait qu'on puisse le faire, ça fait que l'argent existe déjà, même si on n'a pas mis d'argent dans le système. Et puis à ce moment-là, de dire, mais dès que ça dépasse un certain montant, dès qu'on a plus que, je ne sais pas, un montant qu'on estime être un maximum, l'argent doit quitter ce système. Puis il doit être prêté. Ça serait quelque chose comme ça que je chercherais, parce que ce qui me gêne avec là, c'est un peu le geste du papa qui sait mieux, puis qui fait le contrôle, et puis qui fait qu'on est de nouveau mis dans une espèce de soumission à une autorité qui va nous dire qu'est-ce qui est le bon projet ou pas le bon projet. Puis pourquoi une institution, j'ai du respect pour des banques qui font autrement. Je connais aussi quelques-unes, enfin en tout cas 2 en Suisse. Et puis je trouve que les gestes qui sont faits, puis le parcours qui est fait, il est bien intentionné. Mais le système même a quelque chose qu'il faut régénérer. Si on veut aller vers une vraie régénération, il faut aller chercher les individus là où ils ont des initiatives, partout. Parce que c'est eux qui vont créer demain. C'est des nouvelles initiatives. Puis ça, il faut le soutenir à fond. Puis c'est ça qui va... C'est pas nous, avec nos idées, on ne va pas changer beaucoup de choses. C'est les prochains qui vont venir avec des nouvelles idées. Puis encore les autres derrière, puis encore les autres derrière. Partout, il faudrait que tout le monde devienne co-entrepreneur du changement. Plutôt que je suis le mouvement. On doit devenir un peu tous autre chose que des moutons. Puis là où on a en nous une fibre de création de quelque chose, le faire. Puis ça devrait... Il y aurait tellement... On devrait penser l'argent en termes de culture d'abondance. Dans le sens, il y en a toujours. Là où il y a des gens qui sont actifs, il y en a. Il n'y a pas besoin. Ce qui fait l'argent, c'est pas... L'argent, ce n'est pas une chose en soi. C'est le résultat de nos interactions, de notre engagement. Et puis dans ce sens, de penser que l'argent doit être, puis qu'après on fait, c'est quelque chose qu'il faut. Je crois vraiment ce qui est d'abord, c'est l'initiative humaine, c'est l'engagement humain, c'est sa responsabilité pour ce qu'il fait. Puis ce qui vient ensuite, c'est l'argent. Puis j'ai toujours de la peine quand on dit il y a d'abord un pot avec de l'argent, puis maintenant on peut faire quelque chose. Les choses qui se sont faites dans le monde, ce n'est pas comme ça qu'elles se sont faites. Et puis, mais en même temps, l'argent est nécessaire pour réaliser quelque chose. Mais je crois que l'argent vient quand une idée elle est bonne. Si elle ne passe pas par des barrages, qui ont des règles pour que ça sorte. Et puis dans ce sens même, une institution comme le Triodos ou comme la GLS en Allemagne ou comme la Banque Alternative ou la Banque Communautaire et Libre à Bâle, qui sont les 4 qu'on a peut-être dans notre environnement un peu de la Suisse vers le nord, ce sont toutes des institutions qui se posent
la question de comment est-ce qu'on peut faire mieux avec l'argent. Mais l'institution même, en tant que telle, elle a un problème. Puis dans un avenir, elle sera autrement. Je ne pense pas dans tellement longtemps que ça. Je pense que les nouvelles forces elles viennent beaucoup plus dans les zones où on crée entre nous un système d'échange. Quand quelqu'un veut acheter quelque chose, il peut l'acheter envers les autres sans avoir besoin d'avoir d'abord mis quelque chose sur le compte. On peut créer un système d'échange sans rien mettre d'argent dedans. Il y a des comptes qui viennent négatifs, puis des comptes qui viennent positifs. Et puis ça fonctionne. L'argent est là. Il ne faut juste pas avoir peur du négatif. Mais le négatif, il va se compenser par un positif plus tard. Et puis ces systèmes-là, on peut. Puis à partir de ça, l'interaction entre les personnes va créer les surplus. Puis je parlais avant d'abondance, mais c'est le cas. Si on perd de l'argent parce qu'on a eu confiance dans un projet qui ne méritait pas la confiance, c'est pas grave, il est perdu. Donc la question qui était là avant de se dire est-ce que je le perds ou pas, c'est pas grave, parce qu'il va revenir. Si mes besoins sont couverts par ce que je fais, pourquoi j'ai besoin d'avoir du souci puis des réserves? J'en ai parce que les aléas de la situation font qu'à un moment donné, j'en ai plus. Mais si les prix sont tels, si les prix sont vrais, chaque activité de chaque être humain sur la planète est couverte pour assurer ses besoins. Puis si ça ne peut pas être le but ultime de nos relations économiques, mais alors on a un problème ailleurs. C'est qu'on veut pas une situation qui aille bien. Maintenant, comment on y arrive? C'est vraiment d'abord d'en avoir conscience, parce qu'on n'a pas conscience qu'on ne paye pas assez cher un verre, qu'on ne paye pas assez cher le papier, qu'on ne paye pas assez cher ou trop cher certaines choses. On n'a pas forcément cette conscience-là. Mais cette conscience, on devrait pour la développer. Qu'est-ce qu'est le prix juste pour un service fiduciaire, pour un service d'assurance, pour un service... Il faut juste regarder où sont les belles maisons. Si on regarde où sont les belles maisons, on peut voir dans une branche si la branche, elle reçoit assez pour couvrir ses besoins ou pas. Puis si vous avez de l'agriculture, vous allez voir, elle ne reçoit pas assez. Donc tous les produits agricoles ne sont pas assez payés. C'est clair, ça se voit à l'état des fermes, dans le monde entier. Donc il n'y a pas besoin d'être devin pour voir, on voit la substance immobilière si les prix sont vrais ou pas, sans aller regarder dans le porte-monnaie des personnes. Et puis ça, c'est une chose qu'on devrait apprendre à développer un regard pour ça, développer une attention vers ce genre de choses-là, pour qu'on puisse créer cette abondance en conscience. Puis si j'ai perdu, puis ça va revenir. Je pense qu'il y a d'autres gens qui m'ont posé des questions. Est-ce que c'est très humain d'être dans cette culture du manque et pas dans la culture de l'abondance? Je veux dire, d'en avoir la peur de manquer, de se dire je garde au cas où. Est-ce que c'est une construction psychologique et un entraînement que je dire on fait confiance et on est dans cette culture d'abondance et ça reviendra et je ne serai pas dans le manque? Ou est-ce que c'est quelque chose... Enfin, est-ce que c'est quelque chose de naturel? C'est parce qu'on n'a pas, pour pouvoir arriver dans une forme de culture d'abondance, il faut qu'on ait une culture de confiance. Pour qu'on ait une culture de confiance, il faut pouvoir l'entretenir, il faut pouvoir la développer. La confiance, ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle s'établit. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude. On l'a encore comme une espèce de tradition dans la famille. Mais il faut qu'on apprenne à faire des nouvelles familles. Ça veut dire à faire des nouveaux groupes de gens où on a confiance, où on sait qu'on peut avoir confiance. Puis si on sait qu'on peut avoir confiance,
on a moins besoin de réserve. Plus je peux me baser sur l'existence des autres ou la présence des autres, plus il se crée une forme de mutuelle invisible, de soutien qui est donné par une espèce de confiance qu'elle a entre les uns et les autres. Mais ça, c'est quelque chose qui se crée ça se fait dans chaque association. J'entends le fan de foot qui est tous les jours en train de faire quelque chose pour son club. Son club, c'est un peu sa famille. Et puis, il va probablement, dans le cadre de cette famille-là, développer des relations de confiance qui vont faire que s'il lui arrive un truc, un coup dur, il va être plus facilement aidé par les copains. Je mets ça au masculin parce que c'est un peu un sport de masculin, souvent, qui sont là autour. Mais ça se développe, ça se construit, cette confiance. Puis tant qu'elle n'est pas là, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse des réserves. Je m'occupe d'une association en tant que trésorier aussi, et puis je dois toujours un peu me battre à la fin de l'année pour que le bénéfice, on n'en fasse pas. Parce qu'il y a toujours un peu la réaction de membres qui disent « mais il faut qu'on ait des réserves s'il nous arrive quelque chose ». Puis ma réponse, c'est toujours « mais la réserve, elle est formée par les membres. S'il y a un coup dur à l'association, ce n'est pas l'association en tant que personne qui doit pouvoir porter le coup dur. L'association, c'est les membres. Donc, s'il arrive quelque chose, on n'a pas besoin de réserve. On demandera une augmentation de cotisation le jour où il y a quelque chose. On a cette notion de faire des réserves pour le moment où ça sera dur. C'est vrai si je suis tout seul. Mais c'est plus vrai si on est beaucoup. Puis si on se connaît, puis si on se porte les uns les autres. Je crois. J'ai encore une question toujours de Vincent. Comment pourrions-nous faire pour que les plus précaires actuellement puissent se permettre de payer le prix vrai? Oui, ça c'est difficile. C'est difficile parce que on est dans une société qui a créé depuis 200 ans l'idée qu'il faut toujours que j'aille vers le meilleur marché, puis en allant vers le meilleur marché, les choses vont plus ou moins se régler par une main invisible qui va faire que globalement l'économie va aller mieux. Et puis donc chacun poursuit son propre égoïsme, et puis l'ensemble va plus ou moins aller mieux. Je ne sais pas comment ça a pu s'installer, mais c'est quand même comme ça qu'on pense économiquement aujourd'hui. Et ça a eu pour conséquence que les prix ont baissé. Parce qu'on a forcé, par une concurrence exacerbée, à faire que, plutôt que ce qui est, je prends l'exemple en Suisse, une seule compagnie qui fait qui amène des paquets, par exemple, la Poste. On en a plusieurs. Il faut le même trajet, un à côté de l'autre. Puis celui qui est le plus efficace, il est. Et puis, ou bien des compagnies de téléphone. Plutôt qu'il y en ait une qui fasse bien son boulot, on replante les mêmes piquets 2 mètres plus loin pour pouvoir refaire le truc quand ils ne partagent pas leur piquet, pour arriver à faire que on puisse permettre la concurrence. Puis ça permet de baisser les prix. Si ça baisse les prix, ça crée une forme de précarité à la fin. Puis, on a une situation où c'est l'aide sociale qui intervient pour porter les précaires. Parce qu'on a l'idée que quand même, on ne va pas les laisser tomber. Et puis, c'est normal qu'il y ait cette idée. Mais je n'ai pas une solution à dire aux plus précaires comment est-ce qu'on fait pour pouvoir
faire pour pouvoir résoudre ce problème-là? J'essaie de me remettre dans la situation où on a commencé quand on était au tout début de notre ferme. On était fous parce que l'agriculture, ça tournait déjà, je ne sais jamais trop tourner. De se mettre dans l'agriculture, c'était surtout pas un plan carrière. Et puis, en plus de vouloir faire du bio alors que personne n'en demandait. Mais il faut qu'il y ait des gens qui démarrent une régénération. Il faut que quelques-uns disent, en fait, c'est au détriment d'une biographie, ou c'est au détriment d'un enrichissement personnel, ou c'est au détriment d'une carrière, ou c'est au détriment de quelque chose. Puis il faut que ça commence quelque part. Et puis les plus précaires peuvent peut-être pas. Je dirais comme ça parce que je ne vois pas comment faire. Mais il faut que le mouvement s'installe parce que ce mouvement, il va faire que ça change avec le temps. On a quand même une proportion aujourd'hui de bio, environ 15% en Suisse. Ça s'est fait en 40 ans. C'était rien il y a 40 ans. Ou presque rien. C'était des 0,00. Et puis, ce 15%, c'est encore pas beaucoup, je trouve. Pour 40 ans d'efforts, moi, je suis souvent en train de me dire, si j'avais su qu'on n'arriverait qu'à 15% en passant une vie à m'engager dans une chose comme ça. Mais je n'ai pas une solution à la question. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ceux qui ne peuvent pas se permettre ne contribuent pas à faire que le système continue de se détériorer? Ça veut dire que s'ils achètent trop bon marché, ils contribuent eux aussi à ne pas donner la plateforme pour que le producteur puisse vivre. Ça veut dire qu'ils sont co-responsables de ce que, dans certaines parties du monde, il y a des gens qui meurent de faim parce que ce qu'ils font ne leur permet pas de vivre. Oui, je ne sais pas. Mais il faut commencer à être conscient de ce problème pour faire que l'ensemble de la vague soit créé, que je commence à lancer une vague, que le suivant il est assez. Puis en espérant que lui aussi, puis il y a un jour, elle me reviendra par derrière, une fois qu'elle aura fait le tour de la Terre, ou le tour de mon voisinage, ou le tour de la région dans laquelle on est actif. Je suis désolé, ça fait la deuxième réponse que je peux pas vraiment, la deuxième question que je ne peux pas vraiment répondre de manière satisfaisante. Il y a une question pour le moment? Moi, j'aurais la question aussi du travail, en fait. Tu as abordé au début la question de la relation entre l'acheteur du pain et le boulanger qui vend son pain. Du point de vue de l'acheteur, donc qui doit veiller à ce que le boulanger puisse produire, enfin que ses besoins soient satisfaits de manière à ce qu'il puisse continuer à travailler. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à regarder dans la conception du travail. Moi, maintenant, en tant que boulanger, comment je conçois mon travail et comment je conçois mon travail en lien avec l'argent aussi. J'ai l'impression que là aussi, il doit y avoir un basculement dans la conception. Pour le moment, en fait, on a cette idée, je travaille pour gagner de l'argent. Et j'ai l'impression que c'est une perversion aussi. Parfois même, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire suivant sa conscience ou son sens de responsabilité, comme tu le dis. On rentre dans un travail qui ne va pas dans le sens de la conscience, qu'on a de la conscience morale, parce qu'on veut gagner de l'argent. Parce qu'on voit le travail comme étant la possibilité de gagner de l'argent, l'argent étant, comme tu le disais, une sécurité. On croit que l'argent est une sécurité. Et donc là, je crois qu'il y a un enchaînement négatif aussi. Et comment renverser ça? Voilà, cette question. Oui, c'est... Tu as dit qu'on travaille parce qu'on veut gagner de l'argent. C'est même souvent on travaille parce qu'on doit gagner de l'argent. Oui, quand je veux. Donc
Des fois, on est juste contraint. On arrive dans la même limite de la précarité de la question de tout à l'heure. Et puis, je ne sais pas comment on peut renverser là non plus la vapeur. Comment est-ce qu'on peut faire que le travail devienne quelque chose qui est un engagement pour quelque chose? Il y a une notion derrière le travail que je peux peut-être illustrer, elle ne répond pas vraiment tout de suite à la question. C'est, on a tous l'image que le travail qu'on fait, il a une valeur. Parce qu'on nous l'a donné comme l'histoire de acheter moins cher, puis il y aura quelque chose qui va se passer qui est bien pour tout le monde. En fait, c'est jamais le travail qui a une valeur. C'est toujours ce qui a été fait et qui pourra être vendu. Si je fais du pain, c'est le pain qui va être vendu, ce n'est pas le travail. Mais pour faire du pain, je me suis engagé et on appelle ça travail. Si je dois écrire une lettre parce que je suis un notaire pour quelqu'un qui est, c'est un service, mais c'est pareil. C'est pas les heures du notaire qui vont être. C'est peut-être facturé comme ça, mais ça c'est une erreur. La réalité, c'est la lettre qui est produite qui est la valeur. Puis le travail lui-même, il entre pour moi dans ce que je comprends par rapport aux valeurs, dans quelque chose qui est donné. Et puis, je trouve qu'avec ça, on fait un bout de chemin dans la compréhension du travail. Au fond, le travail, on le donne. Et la rémunération qu'on reçoit, c'est un partage de ce qui a été rendu possible avec notre travail. C'est un peu comme ça que je le vois. Puis, si ça, on arrive à changer, si on arrive à se rendre compte qu'au fond, mon travail, il n'est pas rémunéré, mais mon travail, il est engagé dans une entreprise pour faire quelque chose. Et par mon engagement, l'entreprise ou le cadre dans lequel je suis produit quelque chose qui est reconnu. Cette reconnaissance fait qu'il y a un flux d'argent qui vient vers l'entreprise. Alors, on fait du pain, puis il vient des francs en échange du pain. Puis maintenant, on partage le surplus entre ce qu'on a pu vendre, le pain, moins tout ce qu'on a dû payer pour acheter le sel, la farine, la levure, tout ce qui va avec, l'électricité, les fours. Puis, ce qui reste, on le partage entre ceux qui ont travaillé. Ils ne sont pas payés. Ils reçoivent une partie de ce qu'ils ont vendu. Eh bien, si on pouvait donner cette signification au travail, on donnerait déjà une grande dignité à tous les travailleurs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de vendre leur corps comme des esclaves dans un système. Ils sont en train de se donner. Puis ça peut se faire que je me donne, puis je reçois en échange une partie de ce que j'ai produit avec d'autres. Après, il faut voir comment on répartit, mais ça serait magnifique si on arrivait à faire au niveau des contrats de travail, non pas des contrats à l'heure, non pas des contrats où on paye le travail, où on paye la présence, mais des contrats où on partage le résultat. Mais bien sûr, c'est un peu plus risqué. De nouveau, c'est plus risqué. Parce que si on a moins vendu, on a un peu moins de revenus dans le partage. Mais on est co-entrepreneur et cette attitude de co-entrepreneur, elle va changer énormément de choses parce que ça change la dignité de l'être humain. Il est reconnu, il n'est plus un objet, une machine, un rouage du système. Donc là, au niveau de la notion du travail, je crois qu'on peut faire un pas qui donne une satisfaction. Puis après, il y a la question de est-ce que je peux donner, tu
Tu as dit, est-ce que ça va avec mon éthique de travailler à faire ça? Ouais, ça c'est après, je dirais le deuxième pas, si on peut faire ce premier pas, le deuxième serait de pouvoir faire que dans l'entreprise, on génère un champ commun d'idées de ce qu'on est en train de faire. Parce que souvent, quelqu'un qui fabrique quelque chose qui n'est pas terrible, il ne sait même pas vraiment ce qu'il fait. Il est pris dans un système, puis à la fin, il commence par faire des aspirateurs, puis à la fin, c'est des fusils qui sortent. Mais il ne le savait pas sur le chemin. Parce que, et comment est-ce qu'on peut faire que cette cohérence de l'entreprise puisse être partagée jusqu'à tous ceux qui y participent? Puis je crois que ça aiderait après à savoir, dans ce cadre, je ne peux pas. Puis je cherche un cadre où je peux. Mais aujourd'hui, on est dans un cadre où on ne sait pas. Puis c'est des heures qui sont payées. Puis on va au turbin en commençant A, en finissant A, et puis on n'a pas de possibilité d'aller derrière. Donc je ferai déjà ces deux étapes pour donner du sens. Et ça donne un bout de réponse par rapport à la notion du don que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. Mais là, ce n'est pas un don d'argent, mais c'est une notion différente de la valeur de ce qu'on appelle aujourd'hui le travail. On devrait pouvoir dire qu'il n'en a pas, parce qu'il est donné, mais l'engagement de la personne mérite un partage qui est aussi donné de ce qui a été produit ensemble. Et puis si on pouvait jouer avec cet élément-là, on changerait même le plan comptable des entreprises. Aujourd'hui, le plan comptable obligatoire des entreprises en Suisse est tel que les charges de personnel est le premier poste de charge. Puis si on réfléchit, c'est aberrant. C'est pourtant légal. C'est même rendu obligatoire depuis, je ne sais plus quand c'était, 2015, je crois. Le nouveau plan comptable avec l'obligation de mettre d'abord les ventes, ensuite les achats de la farine qu'on a dû acheter pour pouvoir faire le pain, les achats directs qu'on revend, ou bien en magasin, c'est les pommes, puis on revend des pommes, puis à la marge qu'on fait dessus, ça on déduit en premier, puis le premier poste des frais, avant l'électricité, avant le loyer, avant toutes les autres choses, c'est charge de personnel, poste numéro 1. Obligatoire de mettre tout en haut. Ça veut dire qu'on prend vraiment les salaires comme une charge. Mais c'est le contraire du bon sens, parce que toutes les personnes qui sont actives dans l'entreprise, c'est elles qui font la plus-value. C'est elles qui font qu'on arrive à produire quelque chose. Donc c'est la source, c'est pas la charge. C'est la source qu'il y a quelque chose à vendre à la fin, c'est parce qu'il y avait des gens. Puis on devrait faire des comptes où on dit, ça c'est ce qu'on a vendu, ça c'est ce qu'on a eu besoin d'acheter au niveau de l'électricité, de la farine, de tout ce qu'on met dedans. Puis après on devrait dire stop, puis maintenant on a quoi à disposition? Alors admettons, on a vendu les pains pour 4 francs, on a acheté pour 100 francs, pour 4, donc pour 1 franc, si je ramène ça au niveau du pain. Puis maintenant, il reste 3 francs à partager. On partage combien avec la communauté locale qui nous permet d'exister comme entreprise, ça veut dire les impôts. On partage combien avec l'entreprise elle-même pour amortir les fours. Et puis ce qu'on a dû acheter et qu'on n'a pas pu payer qu'on a amorti, ça sera un deuxième. On partage quoi avec les personnes qui ont été actives, qui sont là? Puis on partage quoi avec les investisseurs, ceux qui ont prêté l'argent pour qu'on puisse acheter les fours et puis être là. Puis au fond, on aurait une espèce de plan comptable où on a d'abord ce qu'on vend, ensuite ce qu'on achète pour revendre,
Voilà. Et après, toutes les charges qui sont des vraies charges qui sont dedans. Et après, on arrête. On doit à un moment donné dire maintenant, on entre dans ce qui est plus une charge, mais qui est un partage de l'abondance. Au fond, on a gagné beaucoup. Puis maintenant, il faut qu'on le partage. Il faut qu'on le partage entre nous. On peut dire ça va toucher les salariés dans les termes utilisés standardement. Donc, on dirait dans les personnes qui ont été actives, dans les sources de l'activité. Puis il n'y aurait plus rien pour les investisseurs. Puis il n'y aurait plus rien pour la commune autour, pour la région. Puis il n'y aurait plus rien pour les amortissements. Ou bien on dit on doit faire attention que l'ensemble fait un tout social qui joue. Puis là, l'argent, on peut voir à quel point il est aussi un organe à ce moment-là. Une comptabilité bien faite, ça devient un organe de perception de la vie sociale. Alors théoriquement, c'est pas autorisé de faire une comptabilité comme ça en Suisse, mais on présente nos comptes comme ça à l'OBIE. On a discuté ça avec notre organe de révision. Et puis, en discutant avec lui, il a dit, je comprends ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas possible. Le seul moyen qui est possible, c'est que vous écriviez dans vos critères de jugement de comment vous faites la comptabilité, pourquoi vous faites ça. Puis si vous écrivez pourquoi vous faites ça, moi comme réviseur, je dois avoir la loi, mais je dois voir quels sont les critères que vous vous donnez pour estimer les valeurs dans l'entreprise. Puis je peux voir l'un et l'autre, puis je peux approuver les comptes qui sont faits de cette manière-là. Puis c'est une SA officielle, donc elle est approuvée avec des comptes qui sont audités et puis qui sont... et puis, pour le moment, ça passe. Oui, du coup, je reviens un peu à ma question d'avant. Par rapport à votre réponse, est-ce que justement, pour permettre de payer le vrai prix, il ne faudrait pas, le temps qu'on change un peu de système, mettre en place justement un système qui ferait que peut-être ceux qui ont les plus grosses fortunes ou les plus gros salaires payent un prix plus cher. Ceux qui en ont justement pas qui n'ont pas la possibilité de payer le vrai prix, ils pourraient payer le prix maximum qu'ils peuvent et ça permettrait que le producteur ne soit pas appauvri et de peut-être revenir justement à des égalités de salaire, enfin à des égalités de revenus et de richesse en fait qui soient plus équitables que maintenant où on est plutôt dans l'autre sens, les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches. Trouver un moyen de faire que les moins bien lotis puissent avoir une aide par les mieux lotis, disons. C'est toute la question de comment on fait ce transfert, de comment ce transfert va de ceux qui ont plus vers ceux qui ont moins. Je ne suis pas sûr que ce soit possible d'imaginer, je ne suis même pas sûr que ce soit souhaitable, mais que ce soit nécessaire que tout le monde ait la même richesse. Parce qu'on est immensément inégal les uns par rapport aux autres dans nos capacités, dans nos manières d'être, dans toute notre vie. Donc, de chercher l'égalité au niveau de la fortune, je pense que c'est quelque chose qu'on ne va jamais arriver. Mais là où vous le touchez, c'est par rapport aux revenus. Et puis là, effectivement, on a une chose aujourd'hui qui est très inégale au niveau des revenus. Et puis cette chose-là, on pourrait essayer de faire qu'il y ait une meilleure, un meilleur partage des revenus. Mais
ce que je disais avant par rapport au travail, ça va un peu dans ce sens. Aujourd'hui, on n'a pas la conscience qu'il y a un produit de l'entreprise, des charges sans les personnes qui ont été actives, puis ensuite un partage de ce qui reste. En mettant les personnes comme un poste de charge, les travailleurs, les plus précaires, on ne regarde plus, elles ne sont plus incluses dans le partage, elles sont incluses dans les frais qu'il faut réduire. On ne pense jamais dans un lieu où personne, en tant que personne active dans le processus de production. On les pense en tant qu'auxiliaires des machines ou partie des machines. Mais l'étage de direction, lui, pas, ou moins. Et puis ça crée, ça contribue à cette disparité. C'est que le traitement, le regard qui est porté sur les organes de décision ne sont pas les mêmes que portés sur les autres. Bien que le revenu soit entassé dans le même paquet, hein, c'est quand même la même ligne. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose à faire. Mais quand on se dit qu'il faudrait pouvoir partager en prenant à ceux qui ont plus, il faut trouver des manières de le faire qui font que ceux qui ont plus puissent voir que ça fait sens. Sans ça, ça ne va jamais se faire. Puis quand on dit les plus riches deviennent toujours plus riches, puis les plus pauvres deviennent toujours plus pauvres, ça vient de la fortune et de l'engagement de la fortune, beaucoup plus que du travail. C'est une autre catégorie que celle qui est liée au travail, qui crée cette disparité qui croît. Même qu'il y a des revenus exorbitants, on peut des fois se demander comment c'est possible au niveau de l'engagement. Mais j'entends toute tentative de redistribution qui essaye de se faire avec les impôts, elle est quelque chose qui a toujours cette opposition entre ceux qui sont pour plus d'égalité puis ceux qui sont contre. Puis on est dans un État qui fonctionne avec cette polarité. C'est pour ça que j'essaye de penser avec d'autres termes au niveau des processus même, pour ne pas entrer dans cette catégorie de choses, en me disant qu'avec le temps, les choses qui font sens, elles vont prendre le dessus. Indépendamment de savoir est-ce qu'il y a des riches ou des pauvres, est-ce qu'il y en a qui gagnent beaucoup ou il y en a qui gagnent peu. Si on fait en sorte qu'il n'y a plus personne qui est esclavagisé par son travail, on arrivera à quelque chose qui fera du sens pour tout le monde. Parce que si je prends encore l'exemple des plus précaires dans une situation comme la situation de la Suisse, elle est encore immensément du bon côté par rapport à être plus précaire dans d'autres situations, dans d'autres pays du monde, d'autres régions du monde. Donc, on doit comme penser globalement avec des actes locaux. On doit pas se dire quand moi je paye assez, ça fait comme une grande vague, il va aller partout. Puis je ne peux pas décider où c'est que je vais prendre pour aller boucher le trou. C'est comme trop compliqué. C'est pour ça les deux gestes que je donnais au niveau de l'achat et au niveau du prêt, ils concernent les individus. Ça concerne mes sous que je dépense quand j'achète du pain. Ça concerne mes sous que je prête ou que je laisse dormir sur un compte avec trop de sous, puis que je refuse de prêter moi-même puis d'assumer moi-même la responsabilité. Puis si je prends ces deux responsabilités, celle de payer assez pour que le prix soit vrai, alors j'aurais fait un pas dans la régénérescence de la société. Puis de l'autre côté, j'aurais fait un pas. Puis peut-être qu'il faut laisser seulement ces pas à ceux qui peuvent se les payer. Mais ça changera déjà le système. Si on prend conscience que c'est bien, c'est faux d'aller au meilleur marché,
c'est faux de laisser l'argent se prêter par les systèmes plus que par les gens. Puis c'est deux gestes qui contribuent depuis tout de suite à quelque chose. Et de laisser dormir l'argent aussi, tu disais. De pas, oui. Enfin, c'est ça, c'est faux de laisser dormir l'argent. Ah, c'est faux, oui. Ah, je veux dire, ça contribue à... C'est, je pense, le pire. Je pense le pire. Je pense que si, j'ai donné l'exemple d'une manifestation, mais s'il y a une manifestation j'ai pris 100 000 personnes, c'est une grande manifestation. Mais si on prend une telle manifestation, elle va faire beaucoup de bruit dans les médias. Mais 2 jours après, tout le monde aura oublié. On va à Paris pour les nouvelles décisions pour le climat, et puis tac, 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 on a fait le voyage, on a fait tout, il y avait beaucoup de monde, ça a fait beaucoup de bruit. Puis 1 mois après, c'est un peu oublié. Vous êtes un peu plus fort avec votre mouvement, parce qu'on n'oublie pas forcément la limate qui était en verre ou bien le pont du Mont-Blanc qui était bouché. Ça reste des choses qui sont un peu plus... Ça fait un peu plus choc. Dans les procès après, ouais, ceux qui ont été arrêtés. Voilà, mais ça laisse un peu plus de place dans les choses. Mais si on imaginait ce nombre de personnes-là, si elles étaient toutes venues avec un pain bio à leur manifestation, mais ça aurait créé un raz-de-marée dans tous les magasins. Ça aurait créé un appel d'air pour du bio incroyable. Avec ça, je sous-entends que le bio, c'est meilleur que l'autre et puis que ça fait un changement. Mais si en plus, toutes ces personnes, elles avaient vidé leur compte en banque, puis prêté directement l'argent qu'elles n'avaient pas besoin pour l'année, mais je pense que ça aurait fait un mini crash. Parce que c'est beaucoup d'argent que les gens ils ont sur leur compte. Qui n'est pas prêté à un projet, mais qui est prêté à un institut qui l'investit en bourse et dans les marchés en général. Et ça nous joue des tours. Beaucoup plus ça presse sur l'économie beaucoup plus que ce qu'on croit. Puis après, on rame derrière pour essayer de récupérer les conséquences de ces marchés financiers. Je crois qu'on arrive au bout du temps qu'on s'était donné là. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une dernière intervention, une dernière question. Alors voilà, je crois qu'on peut clôturer avec un grand merci, Marc, pour ce changement de perspective. Et en même temps, c'est vrai que c'est directement des idées avec lesquelles on peut vivre et qu'on peut mettre en pratique. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin aussi. Merci beaucoup. Merci de le dire comme ça. J'amène des expériences de terrain. Elles ne sont certainement pas au niveau de ce qu'il faut pour faire changer, mais je sais que localement, en tout cas, elles changent les choses quand on les applique. Et puis, voilà. J'espère avoir contribué un peu. Merci. Merci à vous. Merci à l'équipe technique.